vous avez raison, mais politiquement, vous avez tort. Politiquement, vous avez fondamentalement tort. La seconde délibération, c'est le match retour du mauvais perdant. LR et la majorité se sont mis d'accord pour voter ce budget. Tout ce qui permet de boucler un texte, d'apporter des voix, se négocie assez chèrement. Sur beaucoup de sujets, ils s'accordent pour voter de façon identique. Le gouvernement tenu en échec par les députés, le retour de Damien Abad à l'Assemblée, les comportements sexistes dans l'hémicycle et quelques annonces à vous faire. C'est le sommaire de la 6e édition du Bourbon de Serge. Le 6 juillet, dans sa déclaration de politique générale, Elisabeth Borne vantait sa nouvelle méthode, le compromis et le dialogue. 20 jours plus tard, il est flagrant que ces belles paroles n'étaient que du vent. L'exécutif est égal à lui-même, dominateur et méprisant avec la représentation nationale. On l'a vérifié mardi lors de l'examen du projet de budget rectifié pour 2022. En fin de journée, contre l'avis du gouvernement, les députés votent une revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite. L'amendement qui accorde cette rallonge passe avec 5 voix d'avance. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur le coup de 2 heures du matin, il réclame une seconde délibération qui prend la forme d'un amendement du gouvernement rétablissant la version initiale du projet de loi. L'opposition tempête. Quand les parlementaires souverains parviennent à vous arracher une mesure de progrès social qui améliore concrètement le pouvoir d'achat, symptomatiquement ici des retraités, alors à ce moment-là, vous recourez à la seconde délibération. Monsieur le ministre, la seconde délibération, c'est le match retour du mauvais perdant. Réglementairement, monsieur le ministre, messieurs, dames de la majorité, vous avez raison, mais politiquement, vous avez tort. Politiquement, vous avez fondamentalement tort. Et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre à l'instant. Pourquoi vous avez tort? Parce que cette méthode du rattrapage en force, du passage en force, on l'a vécu de 2017 à 2022, où à chaque fois qu'on gagnait un amendement, vous proposiez une seconde délibération pour revenir dessus. J'avais compris que vous enregistriez que nous sommes maintenant dans une nouvelle période, et notamment le ministre dans son interview au Monde, qu'il y a donc une nouvelle méthode, un dialogue, qu'on ne passe plus en force. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. L'amendement gouvernemental sera adopté en partie grâce au retournement de veste des députés LR qui, après avoir voté la revalorisation des pensions, se sont prononcés pour sa disparition. Et aussi parce qu'à cette heure tardive, une bonne partie des députés du Rassemblement national avaient déserté l'hémicycle. Pour Bruno Le Maire, il n'y a rien de choquant dans cette séquence. À tous ceux qui disent que nous passons en force, je réponds que vous votez et que vous êtes souverain. Et je réponds que nous sommes la majorité, que vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas la minorité. À tous ceux qui disent que vous ne supportez pas la démocratie, je réponds que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, ce sont des règles. La démocratie, ce sont des textes. La démocratie, ce sont des règlements qui doivent éviter le désordre qui semble tellement plaire aux deux extrémités de cet hémicycle. Ce raidissement du bloc macroniste a une explication. Par 3 fois au cours de la semaine, l'exécutif a dû s'incliner devant la convergence des oppositions. Ainsi lundi, c'est l'amendement du député de l'Orne, Jérôme Nury, qui a été adopté contre l'avis du gouvernement. Il accorde une aide exceptionnelle aux particuliers qui utilisent le fioul pour se chauffer. NUPES, LR et RN se sont retrouvés sur ce texte. On retrouve beaucoup de ces foyers donc dans les 3 millions, dans les territoires ruraux. Ce sont des personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à du réseau gaz, qui n'ont pas accès en fait, à des réseaux de chaleur et qui finalement se retrouvent avec des prix qui sont extrêmement élevés, qui ont quasiment doublé à 1 an. On a aujourd'hui 1,70 € le fioul et qui vont avoir du mal à se chauffer cet hiver. Donc cet amendement amène 230 millions d'euros à la main du gouvernement pour pouvoir accompagner ces foyers. Samedi, en fin de soirée, la coalition présidentielle a également été mise en minorité sur le montant de la compensation accordée aux collectivités locales
qui doivent faire face à la revalorisation du RSA. Contre l'avis du gouvernement, les députés ont décidé de compenser à l'euro près cette revalorisation, soit une enveloppe de 120 millions. En revanche, sur les carburants, le gouvernement s'est montré habile. Il a négocié en amont un accord avec LR. La droite réclamait que le litre d'essence redescende à 1,50 €. Bercy a relevé la subvention de 18 à 30 centimes par litre jusqu'à fin octobre. Par ailleurs, le ministère a fait pression sur Total. La menace d'une taxe sur les superprofits a convaincu le géant pétrolier d'annoncer une baisse additionnelle de 20 centimes. Avec ces deux mesures, on arrive grosso modo au seuil réclamé par LR. Un petit arrangement entre amis qui fait bondir Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il est évident que LR et la majorité se sont mis d'accord pour voter ce budget sur le dos des Français sur le carburant, parce que, une fois de plus, la mesure qui est annoncée sur les 30 centimes ne correspond pas à un gain. Les Républicains n'ont pas obtenu d'argent supplémentaire. C'est la même enveloppe qui était prévue avant la discussion par le gouvernement, qui a été répartie de façon différente. Tout a été mis entre septembre et octobre, et les Français vont être déplumés entre novembre et décembre. Une fois n'est pas coutume, le PS fait la même analyse. Un enfumage, comme on dit à la France insoumise. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre quand la mesure sur les carburants va s'arrêter? Puisque là, on a une mesure de 18 centimes pour 2 mois supplémentaires. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre? Donc c'est ce qu'on craint, nous. C'est pour ça que nous avions d'autres solutions. Les amendements de fond qui sont repris, c'est des amendements de la droite qui sont totalement opposés aussi au projet qu'on porte, notamment sur la question du pouvoir d'achat, puisqu'il s'agit le plus souvent de défiscalisation, de recul des droits sociaux pour les salariés, et non pas ce qu'on propose, c'est-à-dire d'augmentation réelle des salaires. Du côté des Républicains, on reconnaît mettre à profit la situation, une vraie résurrection pour une droite en piteux état. En piteux état, entre guillemets, ça a quand même été mieux que ce que certains pensaient, d'une part, même si je veux bien reprendre votre état d'esprit et considérer qu'on n'est pas dans la gloriole aujourd'hui, et sans doute les Républicains ont-ils des faiblesses, je ne dis pas le contraire, mais effectivement, dans une période de poids politique relatif pour la majorité, tout ce qui permet de boucler un texte, d'apporter des voix, se négocie assez chèrement. On l'a fait depuis plusieurs jours et moi j'ai pas de regrets évidemment, puisque ça va dans le sens de la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens. LR va-t-il faire et défaire les majorités à l'Assemblée? Pour Clémence Guettet, s'il y a une part d'opportunisme dans la stratégie des Républicains, il y a surtout une proximité idéologique avec Renaissance et le Rassemblement national. Ils sont en train de former un arc qu'on observe quand même, qui est un continuum des macronismes jusqu'à l'extrême droite, en passant par la droite, où sur beaucoup de sujets, ils s'accordent pour voter de façon identique. Ils ont mis la pression sur les Républicains à plusieurs reprises pour qu'ils retirent certains de leurs amendements. Et puis en fonction des sujets, il y a des configurations de vote qui sont légèrement différentes sur les sujets écolos, sur les sujets sociaux. Donc le débat parlementaire, honnêtement, pour avoir vécu la mandature précédente, est là quand même renouvelé très largement et a de l'intérêt, même je pense pour le débat citoyen, pour que les gens qui nous ont élus voient que chacun porte ses propositions, joue son rôle. C'est peut-être là la bonne nouvelle de cette séquence agitée. Les pouvoirs sont en train de se rééquilibrer, à une allure d'escargot certes, mais l'exécutif sait qu'il ne pourra pas s'abriter éternellement derrière les totems d'immunité que lui confère la Ve République, sauf à prendre le risque de liguer l'ensemble des oppositions contre lui. Il lui faut donc négocier en amont. Justement, pour la première fois depuis bien des années, il n'y aura pas de session extraordinaire du Parlement en septembre. Les travaux reprendront en octobre. Ce qui laisse quelques semaines au gouvernement pour nouer des compromis avec les uns et les autres, ou plutôt au bénéfice des uns et au détriment des autres. Comment mettre le bazar au sein de la NUPES? C'est simple, il suffit de prendre position sur la politique menée par Israël. Vaisselle cassée, assurée. En l'occurrence, c'est une proposition de résolution présentée par des députés communistes, auxquels se sont joints une poignée d'élus de la France insoumise, qui a mis le feu aux poudres. À vrai dire, on en aurait peu parlé si le député socialiste Jérôme Guedj n'avait pas violemment réagi sur Twitter. Je lui ai demandé ce qu'il reprochait à cette résolution. Je persiste à dire que c'était pas le bon moment, pas le bon vecteur, contre-productif, clivant,
instrumentalisé. Je ne crois pas qu'en désignant Israël comme un État d'apartheid ou en légitimant le boycott que proposent certains, je ne pense pas qu'on fasse avancer le sujet et je ne pense pas que ce soit y compris le rôle de faire un coup au Parlement français d'un projet de résolution dont on sait que dans le calendrier parlementaire, il ne sera pas débattu. Le sujet est bien trop sérieux pour être abordé de cette manière. Le communiste Pierre Dharréville, un des principaux signataires de la résolution, estime qu'il n'y a pas de moment plus approprié qu'un autre pour évoquer la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Vous savez, je pense que la situation en Palestine, en Israël, est une situation qui dure depuis tellement d'années. Que nous n'arrivons toujours pas à nous y habituer pour autant. Et donc je pense que c'est toujours un sujet d'actualité en réalité. Donc voilà, on a fait une résolution qui ne dit rien de plus que ce que nous avions déjà dit, d'attirer l'attention sur la gravité de ce qui est en train de se passer et de demander à la France de prendre des initiatives pour essayer d'obtenir une paix juste et durable. À la direction de la France Insoumise, on se montre plus prudent. Que le texte soit imparfait et que le calendrier qui a été choisi par les députés communistes qui l'ont déposé soit discutable, c'est un fait. Pour le reste, moi je vais dire clairement ce matin à votre micro qu'il est inacceptable qu'une critique de la politique d'un gouvernement soit associé, mais j'irais même plus loin, ne serait-ce que suspecté d'antisémitisme. Du côté du PS, on est sur la même ligne. Je suis d'accord avec M. Quatennens. Voilà, c'est pas il y a des débats, il y a des mots, c'est des sujets qui sont particulièrement sensibles. En revanche, il y a un député qui applaudit Jérôme Guedj. Pas sûr d'ailleurs que ce dernier se réjouisse de ce soutien. Il s'agit de Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français établis hors de France, circonscription qui comprend notamment Israël et les territoires palestiniens. On a le droit y compris de critiquer le gouvernement de l'État d'Israël comme n'importe quel gouvernement. Mais on n'a pas le droit de faire une résolution résolument pas antisioniste, antisémite. C'est ça le nouvel antisémitisme. Vous dites qu'elle est antisémite. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de déclarer que l'État d'Israël est un État apartheid. C'est la seule démocratie de la région qui protège ces homosexuels, ces femmes, ces minorités, ces chrétiens, les chrétiens d'Orient qui vivent, qui grandissent, qui ne sont pas tués en Israël. Moi, je suis député notamment des franco-israéliens. Et je dis bravo à Jérôme Guedj, qui est un garçon courageux. Pas parce qu'il est d'origine juive, parce qu'il dit la vérité. Il y a eu des très grands communistes, il y a eu des grands socialistes. Et aujourd'hui, la NUPES est en train de se salir. Je l'ai dit hier en commission des affaires étrangères. Sauf à ce qu'il soit soumis au vote à la faveur d'une niche parlementaire du groupe communiste, on ne devrait plus avoir de nouvelles de ce texte. Discrètement, lundi, Damien Abad, éphémère ministre du gouvernement Borne 1, a fait son retour à l'Assemblée nationale. Visé par des accusations de viol, le député de l'Ain est sous le coup d'une enquête préliminaire. Son retour a été diversement apprécié. On est très attaché à la présomption d'innocence, donc écoutez, s'il est venu, c'est qu'il a dû penser qu'il était moralement normal qu'il revienne. Voilà. La question se pose sur le plan moral, effectivement. Sur le plan légal, il a effectivement le droit d'être dans l'hémicycle. À sa place, je pense que je serais restée chez moi. C'est pas un parlementaire comme les autres, puisque c'est un parlementaire pour lequel nous avons sur la table des faits qui sont des faits, qui sont des crimes. Hein. Ce dont il s'agit, on parle de crimes. La justice fera son travail, mais enfin, moi, ce que j'ai lu, il s'agit bien de viol. Vous l'avez peut-être remarqué dans le module précédent, Clémentine Autain porte une cravate. Ce n'est pas un hasard. Mardi, plusieurs députés insoumises ont voulu protester symboliquement contre les comportements sexistes dont elles sont victimes dans l'hémicycle. Elles y associent également la proposition d'Éric Ciotti de réintroduire le port obligatoire de la cravate en séance. Ça fait maintenant un certain temps que les femmes sont présentes à l'Assemblée nationale. Et apparemment, pour M. Ciotti, pour certains de l'extrême droite ou de la droite, la présence des femmes n'est pas encore acceptée. La preuve avec cette polémique autour de la cravate, où on voudrait en quelque sorte nous encravater, nous faire comprendre que les femmes ne devraient pas être dans cet hémicycle. Et c'est ce qu'on renvoie systématiquement aux femmes députées lorsqu'il y a des remarques sexistes qui sont faites par-ci ou par-là, lorsqu'il y a des remarques sur la manière dont nous nous habillons, lorsqu'un certain nombre de femmes s'expriment dans l'hémicycle, alors il y a systématiquement soit du brouhaha, soit des remarques sur notre voix qui serait trop aiguë ou je ne sais quoi, et c'est insupportable. Donc ils n'ont qu'à s'y faire, les femmes sont en politique, nous y resterons. Certains d'entre vous l'auront noté, j'ai changé le nom de la chaîne YouTube. Elle s'appelle désormais
Pure Politique. C'est l'aboutissement logique de son formidable développement. En un mois, elle a déjà rassemblé 1 400 000 spectateurs, dont presque 100 000 se sont abonnés. Il me faut donc voir plus grand. C'est le projet de Pure Politique qui va combiner un site internet du même nom et une web télé. Le site sera accessible à partir du 20 août. Pourquoi ce nom Pure Politique? D'abord parce que le contenu sera purement politique. Ensuite, parce que l'idée centrale, c'est d'aborder la politique dans son expression la plus abrupte, voire la plus brutale qui soit, celle des rapports de force. La politique, au fond, c'est la guerre sans les fusils. Heureusement d'ailleurs. Et c'est cela qui est intéressant à raconter et à décrypter. Enfin, Pure Politique, c'est la proposition qui a obtenu les meilleurs retours de tous ceux que j'ai épuisés à force de tester des noms. Tous les spécialistes du marketing vous le diront, on ne lance pas une campagne de promotion et de financement au cœur de l'été. Ils ont tout à fait raison. C'est pour cela que j'attendrai la rentrée pour vous en dire plus sur mes projets de développement. Mais vous pouvez commencer à m'aider financièrement en faisant un don ou un versement mensuel sur donorbox.org/pure-politique. Ça s'affiche là. J'ai d'autant plus besoin de votre soutien financier immédiat qu'avec Laetitia Lallemand, la journaliste qui m'accompagne à la caméra, nous allons faire la tournée des universités d'été fin août, ce qui représente un budget. Et ma tirelire se vide rapidement malgré les promesses de ce bon monsieur le maire. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les notifications. Allez sur donorbox.org/pure-politique pour nous soutenir financièrement. Et moi je vous dis à jeudi prochain, sinon rien.